Salut. Salut, bonjour Eric. Voilà, on avait préparé pas mal de questions Ouais, pour toi. Qu'on pourra remettre directement à nos participants le jour de notre événement. Il y avait 9 questions, ok, donc il faudra être assez rapide, je pense, avec le temps. pas de Euh, problème. Je vais essayer d'être à la hauteur. la première, donc finalement, je vais pas la faire dans l'ordre. Bah, du coup, tu parles pas mal sur tes vidéos des taxes, de quitter la France. Donc la question, tu évoques souvent la fiscalité et parfois l'idée de quitter la France. Mais à l'inverse, n'est-ce pas justement en période de crise et d'incertitude que l'on peut réaliser les meilleures offres, les meilleures affaires avec des prix historiquement bas et des marges de négociation importantes? Donc là, pour l'immobilier notamment, et même dans d'autres secteurs, hein. Alors, la situation en France est effectivement compliquée. On parle beaucoup de taxes, de taxer le capital, de taxer le patrimoine d'un point de vue général. Et il y a aussi une opposition de plus en plus forte dans la société entre ceux qui créent de la valeur et puis ceux qui dépendent un petit peu plus de l'État-providence. Et donc, ma remarque, c'était plutôt de faire le constat lucide qu'aujourd'hui, quelqu'un qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, le faire en France, c'est compliqué, alors qu'il y a d'autres pays qui tendent les bras avec à moins de taxes, un accueil un petit peu plus favorable. Et que donc, il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de pouvoir dire que, ah oui, il faut se poser la question. Donc, il ne s'agit pas de quitter la France ou de faire un appel à quitter la France, il s'agit plutôt de faire un constat que c'est très compliqué. Euh, et, euh, et si on ne fait pas ce constat, eh bien, on aura du mal à changer les choses. Et donc, c'est pour ça que c'est nécessaire de le faire. Maintenant, tu as raison. Lorsqu'il y a des difficultés, lorsqu'il y a des crises, il y a évidemment des opportunités. On a pu le voir avant dans le Covid. Il y a eu beaucoup de crises et ça a créé des opportunités. Ça a changé pas mal de choses. Et dans l'immobilier comme ailleurs, forcément, ces crises génèrent des opportunités. Il y a beaucoup de changements qui vont arriver. Il y a en fait, la génération des boomers qui vont pas mal probablement vendre. Il va y avoir des héritages, il y aura plein de choses. Donc, c'est un marché qui va évoluer. La difficulté économique va faire que les taux d'intérêt risquent de changer. Donc, ça va aussi brouiller les pistes. Donc oui, quelqu'un qui aujourd'hui a le courage, la résilience, la volonté et la capacité de pouvoir adresser en France ces opportunités, de les prendre à bras le corps, il peut le faire. Après, il va falloir vraiment être très solide parce que si on est dans un environnement qui s'éloigne du business et qui est plus compliqué, on ne sait pas trop ce qui va se passer dans les mois et années qui viennent. Aujourd'hui, c'est l'incertitude la plus totale quant au gouvernement. C'est difficile de se projeter. Et c'est ça, c'est l'incertitude. Si à la limite, on connaissait les règles du jeu, bon, on pourrait agir en connaissance de cause. Mais là, aujourd'hui, aller se dire, je vais aller prendre les opportunités, par exemple immobilières en France, ça a sûrement du sens, mais on prend un risque en se disant, si l'IFI revient en mode accéléré avec une augmentation et que ça vient casser toute la rentabilité, bon, on a pris cette opportunité, mais le risque finalement vient nous rattraper. Inversement, peut-être que plein de gens vont se dire, ouh là là, ça va être compliqué, et ils vont aller voir ailleurs où ils vont être dans l'attente et toutes les opportunités seront là à être ramassées et plus tard, en fait, ça ira mieux. Et donc, on va pouvoir profiter de la situation et faire quelque chose d'extraordinaire. Donc là encore, si on le savait, ce serait facile. Et je pense que chacun doit gérer par rapport à sa tolérance au risque. Et oui, bien sûr qu'il y a des choses à faire en France. Et de toute façon, il faut se battre, il faut proposer des solutions. Et les solutions ne viendront de toute manière que de la part des entrepreneurs qui vont créer de la croissance, qui vont créer de l'activité économique. Et donc, on ne peut qu'espérer que tout le monde voit des opportunités et s'y précipite. Oui, en somme, ta lecture est correcte. Et de toute manière, si je regarde moi mon parcours, c'est qu'en prenant des opportunités dans des environnements peut-être différents, mais en tout cas comparables, que j'ai réussi à tirer mon épingle du jeu. Très bien. Autre question, l'immobilier peut-il devenir un outil stratégique pour un entrepreneur? Événements, bureaux, diversification, patrimoine. Et là, on va prendre l'exemple du domaine L'Archevêque.
Un domaine peut-être qui était à toi au départ, pas destiné à faire des événements, peut-être c'était au début du loisir, que tu as transformé en business loisir, je ne sais pas comment tu as fait, mais du coup, voilà, tout est possible finalement dans l'immobilier. Est-ce qu'on peut parler de ça déjà? Alors, tout est possible dans l'immobilier et c'est souvent le bras armé de la croissance du patrimoine pour l'entrepreneur. En fait, un entrepreneur, il va avoir deux voies possibles. Et après, je parlerai de mon domaine. Le premier, c'est de créer de la valeur sur l'entreprise. C'est-à-dire, là, par exemple, c'est plus dans la tech, dans les startups, on va toujours réinvestir. C'est ce qu'on a fait avec Ledger. Ledger, on a levé des fonds et on a tout le temps réinvesti. Il n'y a jamais de dividendes. Il y a des salaires qui sont relativement bas parce qu'on n'a pas le cash pour se payer. En tout cas, ce n'est pas l'objectif. Et donc, on investit. Ça peut prendre 10 ans, 20 ans où, certes, OK, on va gagner sa vie, on va avoir un salaire, mais il n'est pas question de se constituer un patrimoine parce qu'on n'a pas de dividendes, il n'y a rien. Et à un moment, ça paye. Et là, par contre, c'est le jackpot. C'est-à-dire que si ça sort à plusieurs milliards, bon, bah là, boum, c'est bon, le patrimoine arrive. Et ça, c'est une première façon de se créer un patrimoine. C'est un peu binaire, c'est tout ou rien. Et ça, c'est plus start-up, tech, deep tech, etc. Ensuite, il y a les entrepreneurs qui sont peut-être plus classiques, plus nombreux, qui sont des entrepreneurs de la PME, de la TPE, de l'industrie, qui ont des business plus rentables, plus sains, plus carrés, avec de l'EBIT, avec la distribution de dividendes. Et là, le choix, souvent, ça va être de mettre sa holding, de récupérer des dividendes et de créer son patrimoine dès le début, petit à petit, en réinvestissant et souvent dans l'immobilier. Alors, la première chose, c'est faire sa SCI pour racheter ses bureaux et se louer à soi-même. Ça, c'est souvent ce qu'on voit le plus. Ça peut être ensuite de se constituer un parc immobilier, locatif ou autre, professionnel. Donc ça dépend des appétences. Mais l'immobilier est souvent la meilleure façon de se créer un patrimoine. Et surtout qu'en plus, les gens, en tout cas au début, ils aiment bien dire j'achète un truc, je vais faire des travaux, je vais rénover, c'est génial, etc. Donc il y a vraiment ces deux approches-là que j'ai un petit peu volontairement mis un petit peu extrêmes de chaque côté. Parfois, il y a un juste milieu. Mais clairement, moi, je n'ai pas vu un seul entrepreneur qui se constitue un patrimoine qui ne faisait pas d'immobilier. Et de mon côté, quand j'ai racheté mon domaine, à la base, c'était plus parce que j'avais envie d'avoir une forêt. Enfin, c'est venu d'une envie de posséder quelque chose d'un peu sympa. Et donc, j'ai fait des travaux, j'ai investi beaucoup d'argent dans ce domaine, qui est plus un lieu de vie, un lieu personnel. Mais plus j'investissais de l'argent, plus je me disais, oula, ça commence à faire beaucoup, parce que là, on parlait vraiment de millions et de millions, parce qu'en fait, j'avais décidé que ce serait là où j'allais utiliser mon argent, le fruit de mon travail. Et plus j'investissais, plus je réalisais qu'il était quand même nécessaire à un moment de trouver un équilibre, une sorte d'équilibre financier dans le domaine en y mettant un business. Parce que quand on a un domaine aussi grand, on doit avoir une équipe, on doit avoir du monde, et puis ça, en fait, ça coûte extrêmement cher. Et donc, c'est ça qui m'a amené à avoir la mise en place d'un business qui sont les masterminds que j'ai mis en place avec du coaching, donc des expériences dans mon domaine, les crypto-expériences, les bitcoin-expériences, j'ai fait plein de choses là-dessus. Et donc, c'est un peu du séminaire, mais qui est orienté autour d'une expérience plus autour de moi, et puis soit au niveau investissement, soit au niveau entrepreneurial. Et c'est devenu un peu une évidence, mais ce n'était pas un calcul initial. C'est-à-dire que c'est parce que j'ai commencé à créer quelque chose qui était assez gros que je me suis dit qu'il était nécessaire en face de mettre un revenu pour tout simplement que ça ne se transforme pas en gouffre financier. Parce que là, on est quand même plus dans un domaine plaisir, un domaine en fait dans lequel je vais vivre avec ma famille, en tout cas sur une partie, et que j'ai décidé de mettre à contribution d'un point de vue business sur notre partie pour pouvoir équilibrer les comptes, parce que je n'avais pas prévu, en tout cas dès le début, cette approche-là. Je me disais juste, bon, on va faire ça, puis on verra bien. Donc c'est souvent l'entrepreneur qui avance au fur et à mesure et qui découvre. Mais clairement, l'immobilier devient quelque part un bras armé aussi de l'entrepreneur, puisque c'est grâce à cet immobilier que j'ai pu mettre en place toute ma stratégie de coaching, d'accompagnement, de mastermind, d'événements qu'on fait au domaine, qui ont aussi l'avantage d'ajouter un supplément d'âme par rapport à juste louer une salle classique. Et donc ça compte beaucoup. Et donc, en conclusion, je pense que oui, l'immobilier fait vraiment partie de l'arsenal de l'entrepreneur, et pouvoir faire de l'entrepreneuriat avec de l'immobilier, même de façon indirecte, est quelque chose de plutôt intelligent.
Ok, intéressant. J'ai vu que pendant une expatriation, notamment en Estonie, En Lettonie. en Lettonie, excuse-moi, tu avais acheté un hôtel à Riga. Alors, j'ai pas acheté un Ah, hôtel, c'est je pas l'ai vrai. fait construire. Ah, tu as On a fait construire. développé un C'est hôtel. encore Ok, mieux. c'est encore mieux, ouais. Un peu de promotion alors, finalement. Voilà, c'est la promotion immobilière. Ok, Donc, je m'étais retrouvé avec. En fait, j'ai commencé la promotion immobilière en Roumanie, parce qu'avant, j'étais expatrié en Roumanie. Et quand je suis allé en Lettonie, ben, j'ai continué à faire ça, donc à racheter un peu des biens, les restaurer, rénover, revendre. Il y avait un dynamisme immobilier assez fort à l'époque. Et à un moment, je me suis retrouvé avec un terrain un peu excentré, je ne savais pas quoi en faire. Et j'ai commencé à réfléchir à un projet immobilier dessus, de location, d'appartements, quelque chose d'assez classique. Et en fait, quand je faisais mon BP, je me disais, bah, tiens, quand même, plus je diminue la taille de l'appartement, plus je pouvais louer cher en mètre carré. Et plus aussi je louais à court terme, plus je pouvais augmenter la valeur en mètre carré. Et à un moment, j'ai poussé l'Excel au max. Je me suis dit, bah, en fait, faut que je fasse des chambres petites et que je loue à la journée. Et je me dis, ah, mais c'est un hôtel, en fait. Et c'est comme ça, vraiment par itération, que je me suis mis à développer avec un associé un hôtel qui s'appelle aujourd'hui Dodo Hôtel, qui existe toujours, qui a une centaine de chambres, donc c'est pas un petit truc. Hein. Ah ouais. Et on a fait tout un projet de développement immobilier là-bas. On a fait les plans, on a développé l'hôtel, aussi l'exploitation hôtelière, hein, tout ce qui est réservation, etc. Donc ça a été une aventure assez sympa. Et c'était vraiment mon premier vrai projet immobilier, parce qu'avant j'avais fait des trucs, mais c'était quand même plus petit. Et c'est là où j'ai compris que, en fait, on est quand même dans du temps long immobilier. Et j'ai pas mal regardé la peinture séchée, et ça, c'était hyper frustrant pour moi, parce que je dis, allez, c'est bon, là, on y va. Et en fait, bah non, on n'y va pas du tout. On attend, il faut que le béton, il sèche, il faut que ceci sèche. Et ça, c'était assez frustrant, et c'est ce qui m'a amené, du reste, un peu par ennui et par frustration, à commencer une carrière de joueur de poker, puisque je m'emmerdais. Donc, j'allais dans les casinos, j'ai commencé à jouer, et puis à jouer au poker par hasard, et j'étais mordu par ça, et j'ai fait ça pendant 2 ans, championnat d'Europe, championnat du monde. Mais bon, ça, c'est une autre histoire qui n'a rien à voir avec l'immobilier, mais qui est née de la frustration de l'immobilier qui ne va pas aussi vite que la tech et les startups. ouais. Donc en fait, tu as commencé en tant que marchand, finalement, en Roumanie, tout ça. Ouais, c'est ça. Alors bon, c'est bien un grand mot, hein, mais quand j'étais là-bas, j'achetais des terrains, je les revendais, je faisais du développement immobilier. C'était des petits trucs, hein, mais oui, ça correspondrait, je pense, à l'idée de marchand de biens. Mais c'était plus une side activité. Je considérais pas que c'était mon métier. Ok. C'était plus un truc que je faisais sur le côté. Après, la startup, c'est aussi des temps longs, parce que Ledger, comme tu disais, on se paye un peu et on attend longtemps avant de Tout à revendre. fait, c'est très long, mais en fait, Ça on est reste dans dynamique. l'action tout le temps. Tu vois. C'est-à-dire, en fait, c'est un ascenseur émotionnel permanent. Bien Il se passe sûr. toujours quelque chose. Alors qu'à un moment dans l'immobilier, en tout cas de ma vision des choses, hein, parce que en tout cas, là, je te parle de mon expérience. À un moment, on construisait, on disait, bon, ben, il y en a pour 6 mois à faire ça, ben, pendant 6 mois, t'attends, tu vois. Bien sûr. Et j'avais pas non plus 25 projets immobiliers pour passer de l'un à l'autre. Donc, et oui, tu as raison, c'est aussi des temps longs sur les startups, mais c'est juste le vécu n'est pas le même. Oui, bien sûr, bien sûr. Bah, il y en a un où tu es actif et l'autre, tu es passif, plus. Et en France, après, tu as fait d'autres projets immobiliers ou tu t'es arrêté Non, là? non, absolument Ok. pas. Donc, moi, j'ai fait donc l'immobilier en Roumanie, j'ai fait de l'immobilier en Lettonie, j'avais pu profiter d'un marché vachement haussier, vachement plus intéressant. Et en France, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Il y a sûrement des moments où il y a eu des embellis et d'énormes coups à faire, mais Ouais. de manière générale, c'était un peu plus plan-plan. Et donc, je ne me suis pas dit que j'allais faire de l'immobilier. Et de toute façon, quand je suis rentré en France, je suis reparti plus dans l'univers startup. Et j'étais focus à 100% sur mes boîtes, et ça ne me laissait pas de temps pour faire d'autres projets. J'ai racheté un appart pour moi que j'ai rénové. Enfin, c'était plus dans le domaine du personnel, qu'après j'ai revendu, mais c'était pas un développement entrepreneurial immobilier. Ok. Euh, Autre sujet, aujourd'hui on parle beaucoup des transactions immobilières via la blockchain, notamment en Bitcoin. Est-ce que c'est quelque chose que tu crois? Parce que toi, c'est quelque chose que tu connais très bien. C'est quelque chose qui va arriver peut-être en dehors de France, avant d'arriver en France En ou... tout cas, pas en France, ça c'est Ouais, sûr, hein, parce qu'il n'y a pas de marché ouais, et ça n'existe pas.
Après, il y a peut-être des pays dans lesquels il y a des gens qui achètent leur maison sur la blockchain en paiement en Bitcoin, mais ça, on en est très, 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 très loin. Là, c'est plus en fait des exemples qui sont pris et qu'on peut éventuellement monter un petit peu en épingle pour faire du marketing. Je pense que là où la blockchain peut jouer avoir un intérêt, c'est dans la tokenisation pour rendre plus liquides les biens immobiliers, où on va pouvoir créer de la liquidité, et ça c'est très important pour les investisseurs, de pouvoir vendre ou acheter des morceaux d'un appartement, plutôt que d'être titulaire d'un truc énorme qui peut se vendre, mais c'est long, c'est compliqué, c'est binaire, etc. Donc la tokenisation, à mon avis, fait partie des projets, enfin des points d'avenir de l'immobilier, mais d'un point de vue de la régulation, on en est encore loin. C'est-à-dire que il y a des projets qui se font de tokenisation immobilière, donc il y a un écosystème qui est naissant, mais ça reste aujourd'hui très très petit par rapport à la réalité du terrain. Mais je pense, j'espère que c'est quelque chose qui va se développer et qu'on aura l'environnement de régulation qui permettra de le faire. En France, bon, à mon avis, c'est pas en France qu'on sera les premiers à pouvoir faire ça, mais c'est vraiment la liquidité. En fait, faut comprendre ça. C'est pas tellement j'achète ma maison en Bitcoin, ça on s'en fout, c'est pas le sujet. C'est vraiment la tokenisation et le fait de pouvoir ajouter de la liquidité sur des projets immobiliers et donc de faciliter l'investissement, de faciliter la circulation de l'argent et donc de débloquer le projet. Ouais, parce que là aujourd'hui, une transaction, enfin, c'est long aujourd'hui en France. Faut trouver l'acquéreur, le financement, Non, mais les c'est hyper documents. long. Alors que si on la tokenise, bah, immédiatement, allez hop, j'envoie un petit bout, machin. Donc, et si tu te dis que quand tu investis dans un projet, tu vas pas être coincé 3 ans, mais tu vas avoir de la liquidité avant, même avec un discount. Tu dis, OK, bah, je sors du projet, OK, j'attends pas la maturité, j'accepte de ne pas me prendre le max de plus-value, mais par contre, j'ai ma liquidité tout de suite. Ça, c'est génial. Et donc, les gens vont beaucoup plus mettre de l'argent dans l'immobilier parce que le problème de l'immobilier, enfin, l'intérêt, c'est qu'il y a du levier. Bien Mais sûr. le problème, c'est qu'on part sur des temps qui sont assez longs. Et donc, ça va bloquer le capital. Donc, si on arrive à avoir un entre-deux, bon, bah, c'est là où la tokenisation peut jouer un rôle quand même assez positif. Mais il faudrait des transactions aussi via des sociétés. Et aujourd'hui, c'est pas vraiment. Bah, pas forcément. Alors oui, il y a forcément. Enfin, on ne parle pas de vendre son appartement perso. Ouais, On est plutôt dans de l'immobilier d'investissement. professionnel, pas forcément B2B uniquement, mais c'est plus du marchand de biens, là. C'est plus des gros projets effectivement. Mais c'est pas pour vendre, oui, c'est pas pour vendre sa propre maison. Je suis d'accord. Ouais, je suis d'accord. Et du coup, enfin, pour les entrepreneurs qui veulent investir dans l'IMO, on a parlé investir via sa holding. Du coup, bah, l'intérêt de ne pas passer directement par des revenus et être imposé. Mais maintenant, on parle d'une flat tax à 36%. Est-ce que ça va passer ça? Je sais pas. Mais du coup, toi, du coup, pour les entrepreneurs qui souhaitent investir via une holding, qu'est-ce que tu en penses? Quel est Ah, l'intérêt? Est-ce qu'il y a encore un intérêt? bah, de toute façon, il faut bien comprendre que la holding ne permet pas d'absorber la flat tax. C'est-à-dire que déjà, quand on envoie si on a une holding qui récupère les plus-values de la cession d'une entreprise, il peut y avoir un réemploi si on réinvestit dans des startups et si on va construire une maison, on va payer la flat tax. Donc, la holding, elle a un intérêt en fait, de pouvoir optimiser un petit peu sa fiscalité, mais c'est pas ça qui fait la différence si on fait que de l'immobilier. Bon, moi, je suis pas fiscaliste, donc je connais pas toutes les ficelles pour limiter l'impôt, mais en soi, la holding permet juste d'avoir une distribution des plus-values du capital et de les réemployer dans d'autres choses. Et après, le réemploi, le problème, c'est qu'en fonction de la fiscalité et des lois qui sont votées, ça peut changer. Donc, il n'y a parfois pas forcément de la visibilité à long terme sur ce qui fonctionne ou pas. Et l'intérêt de la holding, c'est pas tellement de ne pas payer d'impôts, parce qu'en fait, on le paye. C'est plus que on va pouvoir avoir des plus-values, des moins-values, de réinvestir dans d'autres choses. La holding a du sens dès qu'on a plusieurs projets. Dès qu'on fait d'investissement en start-up, investissement en immobilier, investissement divers, où là, on peut aussi avoir des pertes qui vont venir compenser les plus-values et donc limiter aussi, par exemple, l'IS ou ce genre de choses. Mais la holding n'a de sens que dans un environnement bien compris et construit d'investissement personnel. Si le but, c'est juste faire un appart, faire son appart, ça ne sert à rien de faire une holding. Je veux dire, on va plus se remerder qu'autre chose. On ne va pas créer une holding juste pour faire un investissement.
Moi, c'est Tout à plus fait, sur des ouais. gros montants et plusieurs investissements là. Oui, c'est ça, c'est vraiment quand on est en mode un peu family office, c'est-à-dire qu'on va ensuite avoir plusieurs lignes d'investissement, plusieurs types d'investissement. Où là, c'est quand même plus simple de tout gérer avec, parce qu'on va avoir des frais, donc récupérer la TVA sur les frais d'avocat, on va avoir une activité, on va peut-être aussi facturer un petit peu de services et des management fees. Donc la holding prend son sens dès qu'il y a quand même une activité d'investissement qui est réelle. Voilà, potentiellement, on va pouvoir employer quelqu'un qui va gérer un petit peu toutes les lignes. Donc c'est plus du family office qu'autre chose. Donc ça n'a de sens qu'à partir, oui, soit d'un gros montant ou soit d'avoir plusieurs projets qui donnent corps à la holding. Ouais, on faire son activité, quoi, en gros, comme tu as dit. Oui, c'est ça, Ouais, en c'est fait, ça. la C'est une holding a une activité. activité qui est une activité d'investissement qui est le family office. Et donc, il faut avoir une personne morale qui gère tout ça, parce que si on gère tout à titre perso, c'est le bordel, en fait. Mhm. C'est plus compliqué, on mélange tout. Là, au moins, on gère les choses, mais ensuite, ce qui appartient à la holding ne s'appartient pas à titre personnel. Donc, c'est aussi pas la même chose. Faut aussi bien le comprendre. Ouais, enfin, je te pose cette question parce que, enfin, il y a beaucoup de vidéos de petits margoulins qui parlent de créer des holdings pour des montants à 100 000, 200 000 euros. Et nous, c'est ce qu'on explique à nos clients que ben, ça sert à rien. Enfin, déjà, il faut mieux investir déjà en nom propre au début en LMNP et après en SCI. Et après, s'ils ont les moyens financiers et ils peuvent, bah là, se lancer dans une holding, quoi. Ben oui, c'est clairement la holding n'a de sens que si on a une vraie stratégie de family office et si on a juste un bien, voire deux biens, enfin que c'est pas des trucs hyper compliqués. La SCI, c'est super. Ouais, bien sûr. Pourquoi la SCI? C'est que ça permet quand même de faciliter un petit peu la détention, c'est un peu plus liquide, c'est plus facile dans le cas d'héritage, enfin ça évite tout un tas de bordel. Mais la holding, c'est une complexité si on a juste un bien, ça sert pas à grand chose et c'est plus une perte d'énergie qu'autre chose. Totalement d'accord. Et voilà, après les dernières questions, bah, on en a déjà un peu parlé, mais avec une vision assez pessimiste sur tes dernières vidéos de la France, mais Ouais. en espérant que c'est juste pessimiste aujourd'hui et que ça reparte finalement dans le bon ordre. Quelle est pour toi la vision du marché actuel immobilier? Enfin, c'est un investissement, on va dire, différent des autres, même si aujourd'hui les valos, par exemple, dans les sociétés, bah, elles ont baissé, il y a moins de levées de fonds. Aujourd'hui, on a moins de gens qui investissent dans l'immobilier parce qu'il y a des taux qui montent, qui descendent, qui sont quand même beaucoup plus élevés que bah, avant Covid, même si on a toujours beaucoup de clients qui investissent dans l'immobilier. On peut beaucoup plus négocier, mais quelle est pour toi la vision aujourd'hui, dans plusieurs mois ou X années, enfin à venir, quoi? Ah, c'est pas facile parce que ça dépend tellement de l'économie et l'économie a une incertitude assez forte. Ce qui est certain, c'est que d'un point de vue général, l'inflation va continuer. Et la seule façon d'éviter le crash, ça va être d'imprimer plus de monnaie, donc de baisser les taux. Euh, et, euh, et donc, ça facilite, ça pousse vers transformer son argent qui vaut de moins en moins d'argent, qui a de moins en moins de valeur, en quelque chose qui, a priori, va conserver sa valeur. Et l'immobilier en fait partie. En tout cas, on peut l'espérer. Alors, il n'y a pas que l'immobilier. On voit l'or explose, le bitcoin explose parce que c'est beaucoup plus liquide et beaucoup plus simple. Mais c'est quand même s'ancrer sur de la pierre. Bon, c'est quand même quelque chose qui a du sens. Et donc, l'immobilier reste incontournable. Après, la question à se poser, c'est comment le marché, d'un point de vue général, va réagir. Est-ce que les prix vont baisser? Est-ce que les gens ont suffisamment d'argent pour continuer d'acheter, d'investir? Est-ce que les gens qui ont des difficultés vont vendre? Il y a tous les héritages qui vont générer pas mal de ventes. Et donc, ça risque de faire un petit peu baisser le marché parce que l'offre va augmenter. Donc, c'est une bonne nouvelle peut-être pour ceux qui veulent accéder pour les primo-accédants. Mais pour ceux qui veulent un petit peu plus faire des business, ça va rajouter un petit peu d'incertitude. Et le problème principal et majeur, c'est un peu ce que je disais au début, c'est l'incertitude globale politique. Parce que le gros problème de l'immobilier, c'est qu'on ne peut pas se barrer avec. Et si jamais la France devient un environnement qui est ingérable pour les entrepreneurs et autres, et qu'il y a des départs, par exemple, hein, si on arrive avec une taxation trop importante, les gens vont partir. Et ça, c'est la vie. Je veux dire,
ça fait plaisir à personne de l'entendre, mais les personnes vont se laisser dépouiller, en fait. Si tu as le choix entre... Si simplement le fait de déplacer, de te barrer, te fait économiser plusieurs millions à l'année, à un moment, on veut bien être patriote, on veut bien payer de l'impôt, mais les gens, chacun voit midi à sa porte. Et surtout, de se dire, OK, pourquoi pas payer plus d'impôts, mais enfin, j'ai besoin d'un service. J'ai envie d'avoir une éducation qui fonctionne, j'ai envie d'avoir un service de santé qui fonctionne, j'ai envie d'avoir une sécurité qui fonctionne, j'ai envie de vivre de manière paisible, j'ai pas envie d'avoir l'impression de risquer ma vie dès que je sors dehors. Donc, tout ça fait partie, en fait, d'une problématique. Et si, d'un point de vue politique, on continue de s'enfoncer dans le marasme, qu'on ne reprend pas en main le budget, qu'on ne reprend pas en main une politique courageuse qui vise à réduire les dépenses de l'État pour essayer de redresser la France, c'est difficile de se projeter et c'est difficile de se dire je vais aller acheter en fait de la pierre dans un pays où peut-être il sera plus bon vivre, en tout cas d'un point de vue économique, dans les mois qui viennent. Donc, c'est ça, en fait, la véritable incertitude que je mettrais sur le marché immobilier, qui est une incertitude macro, mais qui est plus qu'une conséquence vers le marché immobilier. C'est que les gens vont peut-être se poser des questions quant à leur avenir. Alors ça, je pense que ça, c'est que pour une partie du marché immobilier, parce que les gens ont toujours besoin de se loger, les gens ont toujours besoin d'avoir un toit. Donc, et par contre, l'immobilier de luxe, etc., qu'est-ce qui va devenir? Ça, j'en sais rien. Est-ce que les gens vont continuer à se dire j'emprunte, je vais me payer toute ma vie pour devenir le propriétaire? Aujourd'hui, est-ce que ça a encore du sens de devenir propriétaire quand on peut être locataire, vu les emmerdes qu'il y a sur les propriétaires? Je veux dire, c'est l'enfer. Donc, il y a des évolutions de la société qui sont impossibles à quantifier aujourd'hui et qui auront un impact à moyen et long terme sur l'immobilier. Si les jeunes se disent « moi, j'achèterai jamais plus rien », à un moment, dans 5 ans, dans 10 ans, il va y avoir un impact. Si tout le monde se dit pourquoi m'emmerder, je préfère louer et garder mon capital et je le mets en bitcoin et on verra plus tard, plutôt que de m'endetter à vie pour acheter un bien immobilier où peut-être ça se pose dans 5 ans, je me suis barré, donc ça va être la merde. Il y a vraiment toutes ces incertitudes qui sont pour moi plus macroéconomiques, sociales, voire philosophiques, qui font peser un risque sur l'immobilier. Évidemment, c'est inquantifiable, c'est très difficile. Et la vérité, c'est que j'en sais rien, tu vois. Mais clairement, j'ai plus une vue pessimiste qu'optimiste. Mais ce qui ne veut pas dire, encore une fois, qu'il n'y a pas d'opportunité à prendre et qu'il n'y a pas du business à faire. Parce que, comme on l'a dit en introduction, dans toutes les crises, il y a des opportunités. Et les gens qui sont malins peuvent utiliser ces environnements négatifs pour aller chercher des deals qui, eux, va leur permettre de sortir la tête haute. Donc, à chacun de trouver un petit peu son risque et de voir son appétence à cela. Mais ce qui est certain, c'est que l'immobilier n'est pas de tout repos. C'est-à-dire que autant il y a quelques années, on pouvait considérer que c'était dire, allez, t'achètes, tu loues, machin, rendement, bidule. Là, avec toute la certitude économique, avec toute la certitude fiscale, avec toute la certitude d'un point de vue général, et toutes les emmerdes qu'il y a à posséder quelque chose en France en tant que propriétaire immobilier, si c'est s'emmerder pour aller chercher 2% de rentabilité par an, voilà, on va se dire, attends, il y a peut-être autre chose à faire. Et ça, c'est la question qui se pose. Donc après, il faut être plus malin que les autres, il faut aller peut-être sur le marché atypique, immobilier atypique, il faut aller chercher quelque chose de différent, il faut aller peut-être sur de locatif industriel. Voilà, il faut sûrement sortir et casser les approches simples et basiques, parce qu'elles sont... il suffit d'un petit changement pour que le truc devienne plus rentable ou soit peu rentable. Et voilà ce que je peux dire sur ma vision du marché. Et attention, moi, je ne suis pas du tout un expert de l'immobilier. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui connaissent bien mieux que moi la situation et qui seraient capables d'avoir un commentaire peut-être un peu plus construit. Moi, encore une fois, ma lecture, elle est vraiment basée sur du macroéconomique et sur ce que je pense que les entrepreneurs, les investisseurs, les propriétaires vont ressentir et peut-être agir, la manière dont ils vont agir dans le futur. Ouais. En fait, nous, c'est exactement ce qu'on fait, hein. On cherche des biens, on va dire atypiques, c'est-à-dire en mauvais état, où le prix mètre carré peut être intéressant, mal fait, qui traînent un peu sur le marché depuis longtemps et qu'on va valoriser avec des travaux, des prix mètre carré qu'on a avec nos artisans, on a une boîte de travaux. Et après, on va louer soit en colocation pour plusieurs chambres, en courte durée, dans un endroit où ça marche.
de l'industriel dans les locaux commerciaux où il y a des gens qui peuvent louer, avec un bon 369 bien sécurisé aussi. Voilà, comme Puis ça on on a a... bien négocié aussi par rapport à la période. Donc Ouais. c'est vrai que avant le Covid, même pendant le Covid, les prix ils étaient vraiment fous. Et maintenant, grâce au taux, enfin grâce, c'est une opportunité pour le coup, on peut bien négocier et avoir des fortes rentabilités. Et pas du 2%, sinon ben, personne n'irait, évidemment. Ouais, c'est pour ça qu'il faut être malin. En fait, faut sortir, je pense, du cadre et Sortir de la zone de penser confort. différemment, ouais. Ouais, sortir de la zone de confort, ça c'est sûr. Et du coup, tu parles de sécuriser du coup son capital. Donc, du coup, si on va pas dans l'immobilier, parce que si on va dire du jour au lendemain on doit faire nos valises, pour toi c'est que le Bitcoin ou il y a d'autres actifs où on peut aller parce que le Bitcoin aussi c'est super volatile. Il C'est suffit qu'il très y, cher, il y a hein. un tweet de Trump ou d'Elon Musk et ça descend, ça monte. Donc quand même ça peut faire peur. Bah, il y a une volatilité qui est importante sur le Bitcoin, mais qui est quand même de plus en plus écrasée parce que il y a l'arrivée des institutionnels sur le Bitcoin, les BlackRock, les ETF, les Bitcoin Treasury Company qui achètent énormément de volume et donc qui écrasent la volatilité. Ce qui fait qu'aujourd'hui, un tweet de Trump, un tweet de machin peut évidemment générer à la hausse ou à la baisse, mais de manière beaucoup moins forte que cela pouvait l'être auparavant. Et le Bitcoin, il faut vraiment le voir à long terme. Évidemment qu'à court terme, parfois à moyen terme, il peut y avoir des variations et ça peut être ça peut être un peu l'ascenseur émotionnel. Mais à long terme, pour moi, ça ne fait aucun doute que ça va monter, continuer de monter. Je pense qu'on dépassera le million d'euros d'ici 2030. Donc évidemment que si je devais faire un choix, un seul, enfin, je mettrais tout en Bitcoin. Et après, tout le reste, ce serait plus des actifs sur lesquels j'aurais une conviction personnelle. Ça peut être l'or, parce que l'or fait quand même quelque chose de puissant. Ça peut être ensuite d'autres actifs qu'on va aller chercher parce qu'on y croit, des cartes Pokémon, ça peut être dans des startups, ça peut être dans des catalogues musicaux, ça peut être plein de choses, ça peut être de l'immobilier aussi, bien sûr, mais la seule différence, c'est la liquidité. Si on Ouais, part bien du sûr. principe qu'on doit avoir un actif résilient avec lequel on puisse rapidement se retourner en cas de problème, bon, enfin, quoi de mieux qu'une forêt, tu vois, dans le temps. Une forêt en matière de résilience, c'est super, mais si la France, si ta forêt est en France et qu'en France il y a un problème, bon, bah, ta liquidité, elle n'est pas assurée. Donc, c'est pour ça que le Bitcoin, pour moi, coche vraiment toutes les cases et que il est urgent aujourd'hui de s'y intéresser. Quand tout va bien, le Bitcoin, il sert à rien, en fait. Hein, on peut dire, mais à quoi ça sert? Par contre, quand tout commence à aller à volo et que ça va de plus en plus mal, là, le Bitcoin apporte une vraie réponse. Et vu ce qui est en train de se passer, si je peux donner un conseil autre que d'être malin dans l'immobilier, d'aller chercher des choses un petit peu différentes avec vous, c'est de s'intéresser au Bitcoin pour se faire une conviction, mais de ne pas passer à côté. Parce que passer à côté, le risque, c'est pas d'acheter du Bitcoin, c'est de ne pas savoir qu'on puisse acheter du Bitcoin. Donc, Ouais, mais moi, je t'as ne dis pas pas le... d'acheter du Bitcoin, je dis renseignez-vous, apprenez, comprenez le Bitcoin. Mais t'as pas le levier du coup avec le Bitcoin. Il faut mettre cash quoi. Ah non, il n'y a pas de levier, bien Ouais. sûr, c'est différent. Faut Mais avoir un c'est une peu manière d'apport en à fait, mettre de quoi. protéger son argent et de l'envoyer dans le futur. C'est différent. Tu vois, c'est plus un actif valeur de réserve pour te permettre d'avoir un plan B. Et je ne dis pas qu'il faut tout mettre dans le Bitcoin. C'est bien d'avoir un plan B, un plan Bitcoin où tu dis, OK, j'ai cette poche, c'est la poche pour la soif. Si tout part à la poubelle, au moins j'ai ça. Tu vois. Et Ouais. ça, même pour ton santé mentale, c'est bien de l'avoir. Il faut pas y toucher aussi pendant une certaine durée, au moins 1 ou 2 ans. C'est long terme. Non, mais c'est Ouais. long terme en fait. Tout ce que tu mets en Bitcoin, le plus Mm. simple, c'est d'acheter régulièrement du Bitcoin. Tu mets 50 euros, 100 euros, 500 euros par mois. Ça dépend de ce que tu as disponible et Bien sûr. de ton patrimoine. Et tu l'oublies. Tu l'oublies. Tu vois, tu te dis pas dans un an, je sors. Non, 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 tu l'oublies. C'est ce qu'il faut vraiment être long terme. Et c'est la seule façon, de toute façon, de résister à tous les hauts et tous les bas. Parce que quand ça baisse, tu peux craquer et vendre. Mais quand ça monte, tu peux aussi vendre et dire, ah bah tiens, j'ai fait x2, je vends. Alors que ça va faire x10 dans 5 ans, tu vois. Mm. Donc, il faut mettre de côté quelque chose qui est vraiment pour l'avenir, pour le futur, et plus s'en soucier. Et c'est que comme ça que tu arrives à passer les hausses et les baisses et faire en sorte que même la volatilité ne t'atteigne plus. Bah, pour l'histoire, Lior, il avait acheté à 300 euros un Bitcoin, il a vendu à 3000. Il a fait x10, c'était content. Hein. À l'époque, Bah j'étais ouais, content. ouais, mais s'il l'avait oublié, Ah, il a pas oublié. J'aurais dû l'oublier, c'est malheureusement. ça, c'est ce que je dis. En fait, il faut l'oublier. Et c'est la seule façon de traverser le temps et de pouvoir en récolter le maximum de bénéfices.
Ouais, on me l'avait proposé, je savais même pas ce que c'était, j'avais dit oui. Et j'avais attendu 5 ans et bon, j'ai fait du x10, ce qui était bien. Mais Non, mais après, évidemment, mais je te comprends, tu vois. on pouvait pas Évidemment. savoir. C'était impossible de savoir. Et c'est pour ça que tous les gens qui disent, ah, si j'avais connu le Bitcoin à 1 $, j'en aurais acheté, aujourd'hui je serais Ouais, milliardaire. Mais bien non. sûr. Ils Personne ne auraient tient. peut-être foutu 1000, ils auraient acheté 1000 Bitcoins pour Le 1000 pâte- dollars. Mais quand c'est monté à 10 000, ils vendent tout. Bien Il sûr. n'y a que les maboules qui n'auraient pas vendu, même quand ça valait 100 000. Donc, Ouais. bon, c'est. Voilà, faut pas trop s'en vouloir, en fait. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais Non, il mais c'est s'en veut. impossible. Il s'en veut quand même. Et question bonus, du coup, quel pays si tu vas en dehors de France? Parce que il y en a des pays sympas, mais. Enfin, il y a des pays sympas, mais alors déjà, je tiens à dire que j'ai aucune envie de partir. Mon pays, c'est la Ah, France, et j'ai déjà vécu à l'étranger, et je sais que je suis revenu en France parce que ça me manquait, donc moi aussi, la même partir, ce chose. sera un échec. Mm. Maintenant, quel pays, je ne vais pas être très original, mais je pense que l'Italie, là, on prend la bonne direction. En plus, on y mange bien, c'est très sympa. C'est pas loin. C'est pas très loin, il fait beau, donc je dirais l'Italie. Tu vois. Bon, c'est bien, du coup, ça veut dire que l'Europe peut toujours. Voilà, on est à côté, on peut peut-être faire la même chose si on suit un peu Oui, non, mais l'Italie. bien sûr, la France va mal, mais d'autres pays qui avant étaient en retard s'en C'est sortent. ça. Hein. Le Portugal s'en sort, l'Italie s'en sort, l'Espagne s'en sort. Voilà, mais la France, non. Bon, après, bon, mais c'est bien, à un moment, on reconstruira, tu vois, il y a pas de... Tout est une question de cycle. Mais là, je pense qu'on va dans un cycle qui va aller bien s'enfoncer. Et après, une fois qu'on aura touché le fond, bah, on pourra repartir. Ouais. Et du coup, quel conseil tu donnerais bah, voilà, à ceux quand même qui ont envie de se lancer dans l'immobilier, ceux qui se lancent et ceux qui ont déjà fait des investissements et qui veulent enchaîner et qui peuvent surtout? Quel conseil tu pourrais leur donner dans ce moment où on peut penser négatif, mais finalement, enfin, il y a plein de choses positives. Moi, je vois dans l'immobilier, Lior et moi, pour notre part, on n'a jamais autant investi que depuis que ça va mal. Parce que on arrive à dégainer super facilement sur des bons prix, on a des bons rendements, on a quand même des bons locataires. Mais c'est vrai que quand on ne connaît pas, je comprends que ça fasse super mal à la tête et ça donne vraiment pas envie au départ. En fait, le seul conseil que je puisse donner, c'est de se faire accompagner. En fait, dans un univers où c'est compliqué, où il y a des dangers partout, soit on travaille et on se dit, OK, je vais consacrer énormément d'heures pour bien comprendre le marché, voir les opportunités, et par moi-même être capable de faire des choses différentes. C'est très bien, mais par contre, il faut être prêt à payer le prix du temps et de l'investissement vraiment en temps, pas que l'investissement en capital, en cash. Et c'est comme tout, hein, c'est se faire accompagner. C'est comme dans l'entrepreneuriat, c'est le même conseil pour l'entrepreneur. Hein, pour savoir diriger, il doit savoir s'entourer. Je pense que dans l'immobilier, c'est pareil. Pour comprendre le marché, il doit s'entourer. Et donc, c'est ça. Faire appel à des experts, comprendre, apprendre, pas y aller seul. Parce que c'est souvent la meilleure façon de se planter. En tout cas, dans l'entrepreneuriat, ça marche comme ça. Et je suis plus expert en entrepreneuriat qu'en immobilier. Mais j'imagine que dans l'immobilier ou dans l'investissement, dans un point de vue général, si tu y vas sans être accompagné, sans comprendre ce qui se passe, tu as toutes les chances de te planter. Ouais. Bah, nous, on fait les deux, donc on est totalement d'accord avec toi. On s'est aussi bien accompagné pour avancer. Et après, l'immobilier, ben, évidemment, on accompagne des gens et soit on a de l'expérience, on est prêt à prendre des risques, ou bien, comme tu as dit, il faut avoir beaucoup de temps et de patience, quoi. Et sur qui veut être mon associé, il y a des bons deals en ce moment? Parce que vu que ça se tourne. Là, on est en tournage de la 6e saison. Il y a des deals, il y a des choses intéressantes. Il y a même de l'immobilier. Oui, tout à fait, avec des choses assez incroyables. J'ai appris des trucs et plutôt intéressants. Des PropTech ou c'est une PropTech ou c'est l'immobilier classique? C'est entre les deux. Ok. Bon, je regarderai de toute façon. Rien dévoiler. Non, tu peux pas dévoiler, je sais. Ok. On a vu même qu'il y a des nouveaux aussi. Il y a Angelov qui vous a rejoint. Il fait beaucoup d'immobilier, Jonathan. Ah ouais. Ok, c'est cool. C'est cool. Bah, merci en tout cas pour ton temps, cet entretien et ta vision positive et négative. Mais c'est une vision. Ouais, voilà. Ça va nous aider à mieux réfléchir, à mieux se positionner sur des prochains deals et à diversifier aussi, comme tu l'as dit. Super, merci à vous deux. Merci à toi. Beaucoup, Eric. Merci, à À bientôt. bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.